D'un point de vue économique, le travail, c'est un marché, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation l'offre de travail de la part des travailleurs et la demande de travail de la part des entreprises qui ont besoin des salariés pour produire. D'un point de vue juridique, la question qui se pose est de savoir comment le droit va venir encadrer cette relation de travail et cette mise à disposition de la force de travail. Quels sont les impératifs en fait derrière ce droit du travail ? Il faut comprendre que du coup, d'un point de vue historique, on a eu un développement du droit du travail qui avait pour vocation de protéger principalement le salarié dans une relation contractuelle qui, de fait, était déséquilibrée. En effet, on se retrouve dans une relation où vous avez une dépendance du salarié vis-à-vis de son employeur pour pouvoir finalement subvenir à ses besoins et qui a un pouvoir de décision sur est-ce que je conserve le salarié, est-ce que je ne le conserve pas dans mon entreprise, est-ce que je lui permets de développer ses compétences, est-ce que je lui offre des promotions, une évolution de sa carrière, etc. Et un salarié qui du coup se retrouve en partie dépendant, non seulement au niveau de l'évolution de sa carrière, de sa progression, et du coup éventuellement de son changement de statut, et aussi d'un point de vue simplement subsistance, puisque c'est la source principale des revenus d'un salarié que de récupérer son salaire en fournissant sa force de travail. Donc c'est rien de plus finalement qu'une mise à disposition de son temps, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour le nombre d'heures que vous mettez à disposition d'une entreprise, et il y a différentes modalités de rémunération, soit c'est une rémunération qui est forfaitaire, qui va vous permettre d'avoir un salaire qui est équivalent, alors globalement équivalent tous les mois, ou alors vous avez une rémunération qui est faite différemment, ça peut être en fonction du nombre d'heures si c'est des prestations particulières, ça peut être en fonction du type de prestation que vous avez réalisé, d'ailleurs ça pourrait être à la prestation éventuellement dans certaines circonstances. S'ajoute à ça un volet motivation qu'on verra dans d'autres vidéos, puisqu'en fait le salaire c'est un des points, un élément clé en fait de motivation du salarié sur lequel l'entreprise va pouvoir s'appuyer quand il s'agit de motiver les troupes et d'impliquer du coup les salariés dans le travail. Alors, différents types de relations contractuelles dans lesquelles on a ces types de protection. Donc par exemple, on en a un autre dont on parle beaucoup dans les programmes de CEJM, c'est la protection du consommateur face aux professionnels. Donc là, on va voir à chaque fois que l'idée, c'est de permettre à la partie la plus faible de retrouver un certain équilibre dans la relation contractuelle et donc de ne pas subir une pression qui serait démesurée de la part de l'employeur. Alors, avant de commencer là-dessus, par rapport au droit du travail, il faut faire un petit pas de côté et expliquer comment fonctionne le droit du travail, puisqu'il a des spécificités qui n'existent pas dans d'autres branches du droit. La première chose à dire, c'est que du coup, vous avez deux droits qui coexistent. Alors, je sais, c'est pas évident, parce que vous avez déjà des difficultés quand il s'agit d'hiérarchie des normes. Je reviens un tout petit peu là-dessus, et on reviendra donc du coup sur notre sujet plus en détail après. La première chose à dire déjà, c'est que le droit du travail, comme n'importe quelle source du droit, est soumis à une hiérarchie des normes. Donc simplement, on va avoir différents ordres juridiques qui vont avoir une capacité à édicter du droit, à créer du droit en fait, à édicter des règles de droit, et donc du coup, ces règles vont coexister. Si toutes ces règles-là existaient de façon cohérente, on n'aurait aucun souci, et finalement on n'aurait pas eu besoin de créer des théories de hiérarchie des normes pour essayer d'expliquer et de comprendre en fait comment s'articulent ces normes-là. Le souci, c'est comme ça vient d'instances qui sont indépendantes les unes des autres, ou en tout cas qui interviennent pas au même niveau, on va se retrouver parfois face à des incohérences, et donc, en fait, pour solutionner ces incohérences, on va utiliser une théorie de hiérarchie des normes qui va nous permettre de dire, en cas d'incohérence entre des normes, qu'est-ce que moi j'applique ? Donc, en fait, ça nous permet d'avoir une solution pratique et de savoir, du coup, quelle est la règle applicable à ma situation de fait. Tout l'intérêt, dans ce cas-là, déjà de connaître tout le droit qui intervient, et en plus de ça, d'être capable de classer par ordre hiérarchique les règles de droit pour savoir du coup ce qu'on peut appliquer en cas d'incohérence entre les règles. Ça, c'est la première chose. Donc vous avez la pyramide des normes qui existe dans n'importe quel type de droit, mais du coup qui s'applique ici dans notre situation au droit du travail. En droit du travail, on a un autre pan qui est en parallèle, donc finalement vous avez deux ordres de fonctionnement juridique qui coexistent
et qui sont liées donc à une histoire particulière, c'est-à-dire que vous avez en fait un fondement purement professionnel qui s'est ajouté à ça et qui est issu cette fois-ci de la négociation, c'est-à-dire que dans le monde du travail, il y a eu à un moment une prise de conscience que la force de travail des travailleurs permettait de générer un pouvoir de négociation. Alors, je suis désolée pour les imprécisions historiques, hein, pour le coup, c'est pas mon cœur de métier, mais en gros, il y a eu une place secondaire donnée à la négociation qui n'existe pas forcément dans d'autres pans du droit, ce qui fait que les salariés eux-mêmes, et du coup le fonctionnement global du monde du travail, s'est réapproprié en partie la création de certaines règles juridiques qui les concernent. Donc on appelle ça le droit négocié, on en entend beaucoup parler en droit du travail, par exemple vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu'on appelle les accords collectifs, donc vous avez des accords de branche, etc. Enfin ça du coup on va le détailler un peu après, mais peu importe, vous avez donc deux ordres qui sont coexistants. Donc vous avez le droit négocié et vous avez le droit classique, qui viennent complexifier un petit peu la chose en droit du travail. Il faut savoir donc en termes de fonctionnement, j'en ai parlé plus en détail dans d'autres vidéos, donc je vais pas m'éterniser, mais que on avait un fonctionnement précédemment qui était celui du principe de faveur. Donc en fait, on se disait, il y a le droit qui existe, et donc le droit négocié va permettre d'aller plus loin, donc en fait de proposer des avantages qui sont meilleurs pour les travailleurs. Finalement, on est sur un fonctionnement qui est maintenant celui du principe de proximité, où en fait, on estime que la négociation est plus à même de réglementer un secteur, puisqu'en fait, c'est ce qui est le plus près du terrain. Pour autant, ça vient déroger au principe de faveur, donc dans certains secteurs juridiques, dans certains cas de figure juridiques, on a plus principe de faveur, puisqu'on estime que la négociation va pouvoir venir déroger à ce qu'a prévu la loi. Donc il n'y a plus ce socle de protection minimale qui était offert par la loi. On est maintenant, je le redis, sur un principe plutôt dit de proximité. Maintenant que ça, c'est fait, on sait donc qu'on a davantage finalement de règles qui jouent, ou en tout cas un fonctionnement de règles qui est un petit peu différent. Partons là maintenant sur ce qui nous intéresse le plus, le fondement finalement de la relation de travail. Donc vous avez tout un ordre juridique qui va s'appliquer à cette relation de travail, mais comment juridiquement se matérialise la relation de travail ? Ben finalement, comme pour n'importe quelle autre situation en droit, on va avoir une distinction entre les faits juridiques et les actes juridiques. Le fait de mettre à disposition sa force de travail, c'est un acte juridique et donc c'est un contrat. Il s'agit ici du coup du contrat de travail dont vous avez déjà entendu parler bien évidemment, et parfois vous êtes même concerné directement si vous avez un emploi étudiant. Alors la première chose à dire, c'est comme n'importe quel type de contrat, et vous pouvez aller voir les autres vidéos qui ont été faites sur ce sujet, on répond aux conditions classiques du droit des contrats. C'est-à-dire que en fait c'est un contrat, donc par définition ça rentre dans les critères du contrat, notamment au niveau des critères de formation. Donc je rappelle ces critères brièvement, il faut un consentement libre et éclairé, il faut que les parties soient capables juridiquement, et il faut qu'on ait un contenu du contrat qui soit certain et licite, puisqu'il faut que ce soit conforme à ce que prévoit la loi. Au-delà de ça, il faut savoir donc que le contrat de travail a des éléments complémentaires liés finalement à son essence. Dans le contrat de travail, on a un lien de subordination. Donc c'est le fait d'agir dans le respect des règles qui ont été édictées par l'employeur et sous son contrôle. Donc déjà simplement, petite parenthèse, on distingue ce contrat de travail et donc la relation de travail, on va dire classique pour l'instant, du travailleur indépendant dont on entend de plus en plus parler, puisque c'est vrai que c'est une modalité de travail qui se développe. Le travailleur indépendant n'est pas dans une relation de subordination, il est dans une relation de prestation par rapport à une clientèle, sauf qu'en fait, comme son nom l'indique, il est indépendant, donc il n'est pas soumis à un lien de subordination, il exerce son activité, si vous voulez, en son âme et conscience, et bien sûr dans le respect de la réglementation et de la législation. Si je reviens donc à mon idée de contrat de travail, donc vous savez qu'en fonction des besoins,
de l'entreprise, vous avez différents types de contrats de travail. On va en citer 3 principaux. Vous avez en fait celui qui est censé être la norme, qui est le contrat à durée indéterminée. C'est celui qui est censé fournir davantage de stabilité aux salariés, puisqu'en fait vous êtes embauché sans date de fin du contrat, à des conditions qui sont fixées initialement, et donc après, en fait, avec évolution en fonction de votre évolution de carrière. Vous avez aussi des contrats à durée déterminée, qui sont considérés de fait comme plus précaires, puisqu'en fait, ils permettent pas aux salariés d'avoir une stabilité d'emploi, et en fait, ils vont répondre à un besoin, là, pour le coup, ponctuel de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on a un contrat à durée déterminée, il faut bien que l'entreprise justifie l'utilisation d'un contrat à durée déterminée dans ce souci justement de protection du salarié pour éviter qu'on ait une succession indéfinie de contrats à durée déterminée qui maintient le salarié dans une situation qui est précaire alors que finalement l'emploi en question est un emploi à temps plein. Donc simplement au niveau des conditions, je rappelle, le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée est limité à 2 fois. C'est pour éviter justement ce que je disais, la multiplicité des contrats précaires et donc favoriser un recours au contrat à durée indéterminée. Justement, on a aussi un détail qui est, pas anodin pour le coup, mais c'est important de le savoir, c'est que du fait des conditions du contrat à durée déterminée, c'est-à-dire l'obligation de justifier son utilisation, etc., le contrat à durée déterminée de travail est obligatoirement écrit, contrairement à ce qui est prévu dans la loi pour le contrat à durée indéterminée. Là, attention, je parle bien de ce que dit la loi, donc on pourrait avoir dans le droit négocié ou dans des réglementations qui sont plus précises, des règles différentes, notamment en fonction des différents secteurs d'activité. Ça pourrait exister du coup que vous ayez d'autres règles. En revanche, pour la loi, il est possible d'avoir un CDI où vous n'avez pas de contrat. Alors là, pour le coup, ça pose d'autres questions, notamment des questions de preuve, puisque quelqu'un qui a un CDI, le but c'est d'assurer une stabilité, et c'est vrai qu'avoir un contrat à durée indéterminée pour lequel vous n'avez pas de preuve, ça pose éventuellement des soucis. Je penserais à quelqu'un qui voudrait par exemple acheter une maison, et qui peut pas prouver qu'il est en CDI, donc dans ce cas-là, il devrait demander une attestation à son employeur, justifiant qu'il est bien embauché à contrat à durée indéterminée, puisqu'il peut pas le prouver avec le contrat lui-même, puisque par définition, ce contrat papier n'existe pas. Donc je rappelle là aussi, je fais une toute petite parenthèse, je rappelle que par principe dans ce qui est prévu dans la loi, un contrat existe indépendamment du support, puisqu'il suffit qu'il y ait un consentement libre et éclairé, et qu'à partir du moment où vous avez une offre et une acceptation, le contrat existe de fait, quand bien même il n'a pas été écrit. Je passe maintenant au contrat de travail temporaire, donc le CTT. Finalement, il est assez semblable à un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire qu'il va répondre à un besoin ponctuel, spécifique d'une entreprise. La différence, c'est au niveau de la façon de mener la relation et le fait de savoir comment ça va être géré. Là, pour le coup, ce n'est plus l'employeur en direct qui va recruter, former et mettre à disposition de l'entreprise cet employé de travail temporaire. Ça va passer par un organisme de travail temporaire, donc les fameuses agences d'intérim, que vous connaissez, et donc en fait c'est ces agences d'intérim qui vont s'occuper finalement de la partie logistique du recrutement et qui vont mettre à disposition les salariés en faveur d'entreprises qui expriment un besoin ponctuel. Comme on est dans ces deux situations, donc CDD et CTT, sur un contrat qui est déterminé comme précaire, on a des indemnités qui s'appellent les primes de précarité qui sont dues en fin de contrat et qui sont censées compenser en partie les effets justement de cette précarité. L'idée aussi, c'est en fait un petit peu une idée de dissuasion par rapport à l'employeur qui finalement va payer plus cher puisqu'il va devoir payer en fin de CDD des indemnités de précarité. Donc l'idée, c'est d'inciter aussi vers la mise à disposition plutôt d'un contrat à durée indéterminée pour lequel il n'y a pas cette indemnité-là. Vous avez certaines clauses du contrat de travail qui vont être nécessaires finalement par rapport à ce qu'on attend de la prestation. Donc vous allez avoir la durée du contrat, donc si elle durée bien évidemment, le type de contrat, quel est l'emploi exercé, éventuellement vous allez avoir le lieu de travail, le montant de la rémunération, etc. Et donc comme c'est un secteur qui s'adapte
aussi beaucoup aux besoins du terrain, vous allez avoir, comme pour n'importe quel contrat, la possibilité d'y insérer des clauses. Je rappelle donc simplement ce que c'est les clauses, ça va être des contenus de contrat que vous allez ajouter pour répondre à vos besoins, et donc dans la mesure où c'est licite, vous avez la possibilité d'ajouter toutes les clauses qui sont validées d'un commun accord par les deux parties. Donc pour donner des exemples de clauses qu'on peut trouver dans un contrat de travail, vous avez par exemple la clause de mobilité qui va d'ores et déjà prévoir en fait maintenant, au moment où vous signez le contrat, la possibilité pour le salarié de changer de lieu de travail. Vous avez aussi éventuellement des clauses de non-concurrence qui vont permettre de limiter par la suite les possibilités du salarié d'aller travailler pour d'autres entreprises qui sont concurrentes à celles qui l'embauchent aujourd'hui. Attention, bien sûr, ces clauses sont très encadrées, on ne fait pas ce qu'on veut dans une clause de non-concurrence. Vous avez aussi des clauses de confidentialité des échanges, pour éviter après de divulguer des informations du secret des affaires, en fait, et éviter que vous ayez, j'en sais rien, mais de la recherche et développement qui soit transmise à une autre entreprise qui va le développer avant vous, etc. Et vous avez aussi des clauses, par exemple, de dédiformation. Alors, qu'est-ce que c'est cette clause-là ? On en entend peut-être moins parler. La clause de dédiformation, c'est une clause qui est incluse lorsque votre emploi implique une formation que l'employeur vous fournit. Donc finalement, vous allez travailler dans un secteur qui nécessite une grosse formation, l'employeur vous fournit cette formation-là, vous forme, et donc simplement, il vous dit que si vous quittez l'entreprise avant tel délai, vous devez rembourser la formation qui a été effectuée. Quel est l'objectif ? C'est simplement le fait que la formation leur soit rentable, puisqu'en fait, ils déboursent un montant pour vous former. Si jamais vous prenez cette formation-là et qu'au bout de 3 mois, vous quittez l'entreprise, finalement, vous avez utilisé le système pour vous former, mais l'entreprise, ça lui sert à rien. À savoir qu'on trouve généralement dans les contrats la durée de la période d'essai. Donc je rappelle que c'est une période, comme son nom l'indique, de test, pendant laquelle employeur et employé peuvent mettre fin à la relation de travail sans avoir aucune justification à donner. Ça permet juste de prendre conscience de la réalité de la prestation de travail, de la réalité de l'entreprise, et de voir des deux côtés, côté employeur si ça convient par rapport aux tâches qui sont demandées, donc si la personne est fiable, a les bonnes compétences, etc. Et du côté employé, de voir s'il se sent bien dans l'entreprise, si ça correspond bien à ses attentes, etc. On est donc dans du droit des contrats, ce qui fait que comme tout contrat, à partir du moment où il est signé, il a force obligatoire. Je rappelle donc qu'en fait, il a lieu de loi. Donc en fait, il représente une loi pour les personnes qui l'ont conclu. Et donc, on ne peut pas revenir dessus. Donc comme c'est un contrat, la possibilité de revenir sur un contrat de travail, c'est déjà d'un commun accord. Donc par exemple, si les salariés se mettent d'accord, il va pouvoir y avoir un avenant à contrat de travail qui va modifier les conditions du contrat initial. Donc si finalement il n'y avait pas de clause de mobilité, ça pourrait être un avenant au contrat de travail qui modifie le lieu de travail, etc. etc. Petite précision justement sur ce lieu de travail. Donc on a énormément de jurisprudence sur le sujet. Donc, idée de base, si on a un lieu qui est fixé au contrat de travail, on ne peut le modifier que d'un commun accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc finalement, première solution, possibilité de ne pas mentionner par une clause le lieu de travail, auquel cas, dans ce cas-là, il y a possibilité de le modifier librement. Simplement, il y a une limite, puisqu'en fait, malgré tout, quand vous êtes reçu à un endroit et que vous donnez votre accord pour réaliser le travail dans un certain lieu, vous vous attendez pas le lendemain à être muté à l'autre bout de la France. Donc en fait, la jurisprudence est venue encadrer un petit peu ce fonctionnement et a déterminé qu'il pouvait y avoir librement une modification du lieu géographique à partir du moment où on était dans le même secteur géographique. Qu'est-ce que ça veut dire, secteur géographique ? Finalement, c'est un périmètre autour de l'entreprise. En revanche, il n'y a pas de chiffre à vous donner, c'est une appréciation souveraine des juges. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la jurisprudence et des cas, on va avoir un croquis, en fait, une espèce d'esquisse de ce qui est considéré comme le même secteur géographique. Ça va dépendre aussi du type d'entreprise, du secteur d'activité, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux changer librement
le lieu de travail si je suis dans le même secteur, bah ça veut dire tout simplement qu'à l'inverse, si je suis hors secteur, donc si je commence à m'éloigner dangereusement du lieu initial de travail de mon salarié, il faut que je demande son accord pour pouvoir changer de lieu de travail. En gros, au niveau des critères, vous pourrez aller voir la jurisprudence sur ces sujets-là, il y a vraiment de quoi faire, mais l'idée c'est de se dire que ça n'impose pas à la personne de changer de vie, que ça n'a pas un impact en fait trop important sur sa vie privée, etc., etc. Donc au niveau de la clause de mobilité, donc simplement pour le préciser, si une clause était incluse, bien sûr, on peut pas avoir une clause de mobilité là aussi qui est complètement générale en disant dans le contrat, bah en fait je m'octroie le droit de muter mon salarié partout dans le monde. Donc là aussi, au niveau de la clause, pour qu'elle soit valable, on a un certain encadrement. Le secteur géographique envisagé pour la mobilité va devoir être précisé, sinon la clause est pas valable, et le salarié va pouvoir refuser l'application de la clause de mobilité, même s'il a signé le contrat initial, si les conditions, en fait, justifient ce refus. Par exemple, lorsque le délai est trop court, vous ne me prévenez pas le vendredi que lundi, je change de lieu de travail. Par exemple, si ça a un gros impact sur la vie personnelle du salarié, là aussi, alors par contre c'est à prouver, hein, mais si on peut montrer que ça a un impact particulier compte tenu des circonstances spécifiques dans mon cas, à ce moment-là, il y a possibilité de refuser l'application de la clause de mobilité. Je le répète, par contre, c'est une appréciation souveraine des juges, donc finalement, soit il n'y a pas de litige et il n'y a pas de souci, soit s'il y a un litige, il faut essayer dans un premier temps de se mettre d'accord, et s'il n'y a pas d'accord à la fin, c'est le juge qui déterminera si c'était réalisé dans les règles ou pas. De la même manière pour la clause de non-concurrence, elle est forcément limitée dans le temps et dans l'espace, heureusement, et il faut qu'elle soit justifiée par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. À savoir d'ailleurs pour cette clause de non-concurrence, donc non seulement il faut qu'elle soit justifiée par un intérêt, parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait une clause de non-concurrence parce que l'entreprise n'a pas vraiment de concurrence dans ce secteur-là, etc. Bon bref, il n'y a pas de raison qu'il y ait la clause. En plus de ça, ça nécessite une contrepartie financière. En fait, on considère que le salarié renonce à une possibilité, donc il a une indemnité. Du côté employeur, le fait de signer un contrat de travail et d'avoir un lien de subordination, ça implique de la part de l'employeur un certain nombre d'obligations. Vous avez par exemple l'obligation de respect de la vie privée, on en a parlé dans d'autres vidéos, notamment sur le numérique. On a une obligation générale de sécurité et une obligation de bonne foi, puisqu'on a expliqué qu'on était dans le droit des contrats, donc à partir du moment où on a une relation contractuelle, on n'a pas vocation à cacher des informations ou à se comporter de façon frauduleuse par rapport à son salarié. On a aussi une obligation de non-discrimination dans le cadre du travail, donc ça aussi vous avez énormément de littérature sur le sujet, de questions qui se sont posées en jurisprudence sur est-ce que c'était discriminatoire ou pas de ne pas recruter ou alors de ne pas pas proposer de promotion, etc. Au niveau du détail, on a aussi une obligation de formation. Alors il y a différents dispositifs qui le permettent. En fait, ça c'est une application particulière des politiques d'emploi. Donc en fait, ça permet, puisqu'on est dans une époque où les métiers évoluent beaucoup, de garantir ce qu'on appelle l'employabilité des salariés, c'est-à-dire qu'en fait leurs connaissances, leurs compétences et ce qu'ils appliquent au quotidien dans leur travail ne deviennent pas, que tout ça en fait n'ait pas d'obsolescence, donc en fait qu'ils perdent pas leur capacité à travailler s'ils devaient changer d'entreprise. Donc c'est notamment dans cette circonstance-là, s'il y a des formations, qu'il peut y avoir une clause de dédit-formation dont je viens de parler. À savoir donc sur la clause de dédit-formation, là aussi c'est forcément limité. Au niveau du délai, le temps imposé au sein de l'entreprise après formation ne peut pas dépasser 5 ans. Alors, de façon générale, par rapport au contrat, j'ai parlé du lieu de travail, mais on va pouvoir généraliser le propos. En fait, il y a deux considérations en fait différentes. Il y a ce qu'on considère comme étant une modification des conditions de travail et une modification du contrat de travail. Alors en fait, selon dans quelle catégorie on va ranger la modification qui est faite, une modification des conditions de travail va pouvoir être faite librement, puisque c'est du pouvoir libre de l'employeur de pouvoir s'adapter aux circonstances de fait et de pas être enfermé dans quelque chose de trop contraignant qui l'empêche de réaliser son activité économique.
En revanche, on a donc en face l'intérêt du salarié qui fait qu'on ne peut pas modifier de façon trop franche le contenu en fait de ce qui est prévu au contrat, puisque au-delà, c'est ce qu'on disait, on n'est presque plus dans le même métier, dans les mêmes conditions, etc. Donc en fait, tout ce qui est modification des conditions est toléré, ce qui est modification du contrat de travail nécessite un commun accord des deux parties. Donc par exemple, sont considérés comme une modification du contrat de travail le métier qui est à réaliser, le temps et le lieu de travail si jamais s'il est précisé, la rémunération qui a été fixée, etc. A l'inverse, donc, si on n'est pas dans une modification du contrat et qu'on est dans une modification des conditions de travail, un salarié qui refuserait une modification des conditions de travail, donc sans justification particulière, etc., pourrait être soumis à une sanction disciplinaire. Donc ça, attention, on n'est pas sur un fonctionnement en justice, on est sous le fait que l'entreprise a un lien de subordination et donc a un pouvoir de discipline sur ses salariés. Donc là, comme ils respectent pas les règles, il y a un côté sanction en fait derrière, et donc il y aurait possibilité de mettre en place une procédure disciplinaire. Donc ça, c'est pendant la vie du contrat, donc comment est-ce qu'il a fonctionné, l'application des clauses, est-ce qu'on a le droit de modifier ou pas ce qui était prévu au contrat, est-ce que je m'adapte simplement aux circonstances ou est-ce qu'on est vraiment sur une modification substantielle et dans ce cas-là, je dois l'accord de mon salarié. Et un jour, la relation de travail prend fin. Donc on est sur un contrat, comme pour tout le reste, normalement le contrat de travail prend fin d'un commun accord. Donc salarié et employeur se mettent d'accord pour rompre la situation de travail. Donc là, dans ce cas-là, on est sur le cas d'une rupture conventionnelle, ou alors on peut avoir une rupture unilatérale du contrat, des deux côtés, côté employeur ou côté salarié. Du côté salarié, c'est une démission. Du côté de l'employeur, on est sur un licenciement. Alors, si je détaille un petit peu la partie licenciement, donc il y a différents types de licenciements. On entend souvent en ce moment parler du licenciement économique, et vous avez aussi donc le licenciement pour motif personnel. Donc bien sûr, ce licenciement doit être valable et donc doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. C'est pas forcément une faute, même si ça peut être le cas. Donc, qu'est-ce que ce serait une faute ? Ce serait une faute qui serait grave, répétée, ou dans l'intention de nuire, et donc dans ce cas-là, s'il y a une intention de nuire, on parle juridiquement d'une faute dite lourde. Par contre, donc c'est pas forcément une faute, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on mettrait fin à la relation de travail ? Ça pourrait être par exemple une insuffisance professionnelle, ou, et ça arrive souvent sur des métiers pénibles, sur une impossibilité médicale. Si jamais on répond pas aux conditions liées au type de licenciement, donc en fait vous avez, si vous voulez, une procédure un peu spécifique selon chaque type de licenciement et une justification différente. On est sur un licenciement qui est défini, jugé comme abusif, et donc dans ce cas-là, il y a possibilité en fait de contester ce licenciement-là. Sinon, on a donc l'autre licenciement qui est un licenciement pour motif économique. Alors vous avez en fait tout un pan du droit qui gère cette situation-là pour éviter les abus en fait et de déterminer qu'on est dans un licenciement économique simplement parce que les conditions de licenciement sont plus simples entre guillemets dans cette situation-là. Et donc en fait, vous avez donc tout un pan qui s'appelle le droit des entreprises en difficulté qui va venir s'appliquer avec des procédures qui sont extrêmement strictes. À savoir donc que quand on est dans un licenciement pour motif économique, ça veut dire en fait qu'on est contraint finalement de licencier parce que notre entreprise va mal, l'entreprise va être obligée, va devoir mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Je précise simplement en dernier point que on a différentes situations qui sont liées au fonctionnement économique, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, vous avez énormément d'associations entre entreprises, donc c'est dans ce dont on a parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire cette espèce de relation changeante qui évolue tout le temps entre coopération et concurrence, et donc vous avez des rachats, des reventes d'entreprises, les unes envers les autres, des fusions, acquisitions, etc. Et ça a un impact en fait sur les conditions de travail, puisque souvent les salariés, quand il y a des opérations comme ça économiques, qui sont des opérations de business pur en fait, ils ont un petit peu peur de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Donc simplement, quand l'employeur change au sein d'une même entreprise, il faut savoir que par principe, le repreneur est tenu de poursuivre les contrats de travail qui sont en cours. J'espère que les choses sont plus claires pour le contrat de travail. Si vous voulez des précisions sur un type de contrat, sur un type de clause ou peu importe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!